Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pierre-Michel Menger, j'occupe au Collège de France une chaire de sociologie qui concerne tout particulièrement le travail. Vous me voyez ici dans mon bureau, à mon domicile, entouré de livres et de dossiers. Mon temps est partagé. Il y a le travail qui était en cours avant mon confinement et que je poursuis depuis ce bureau en liaison avec mon équipe et avec mes collègues. Et puis, il y a le niveau extrême d'attention que j'accorde à tous les aspects de la crise que nous traversons. Euh, le propos que je vous adresse ce matin concerne cette pandémie qu'il nous faut pouvoir rendre intelligible, étape après étape, dans son déroulement, ses mécanismes et sa portée. J'ai rédigé quelques réflexions que je vais vous proposer maintenant pour les partager avec vous. D'abord, cette pandémie est pour la première fois authentiquement planétaire et toute l'humanité est concernée par le principe de la contagion et par les vecteurs de la contagion. Les contacts interpersonnels, la mobilité des individus, les voyages intra-internationaux, les vecteurs d'information et d'échange via Internet, les réseaux et les médias sociaux, et la mobilisation mondiale des chercheurs. Voilà bien de quoi rendre cette crise planétaire par toutes ses dimensions. Nous ressentons avec une intensité sans précédent à quel point notre interdépendance planétaire agit à toutes les échelles, dans notre voisinage immédiat, à 1 mètre près, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, nos continents. D'où la question brutalement lancinante, comment chacun de nous peut-il être à la fois un danger et une ressource pour autrui? Comment nous montrer solidaires et coopératifs, mais à travers l'abstention de contact? C'est une sorte de défi à la socialité, mais c'est pourtant la condition de la socialité non infectieuse en état de crise. Nous comprenons à travers cette épreuve de quoi notre interdépendance est faite dans une situation limite. La deuxième réflexion concerne l'incertitude qui est omniprésente. Il y a l'incertitude sur la nocivité réelle et multiple de ce virus. Chaque jour apporte son lot de résultats de recherche provisoires pour élargir l'enquête sur l'incidence du virus et sur ses effets immédiats et moins immédiats sur les personnes infectées. Il y a aussi l'incertitude sur la sélectivité de sa nocivité. Quels sont donc les facteurs et combinaisons de facteurs qui agissent pour rendre le virus soit modérément offensif ou même inoffensif, soit au contraire puissamment pathogène ou létal? Nous savons que nous sommes inégalement exposés à l'infection et inégalement exposés au développement de formes graves et donc éventuellement létales ou au contraire invisibles et même ignorées de nous-mêmes de l'infection, mais nous ne savons pas comment calibrer tous ces facteurs qui interagissent pour nous placer dans la situation pathologique, soit sévère ou létale, soit au contraire nous en prémunir. Euh, la troisième réflexion que je veux faire concerne les sociétés et les pays qui agissent très différemment contre la pandémie. Il y aura beaucoup de leçons à tirer dans nos disciplines de recherche et dans les recherches interdisciplinaires, euh, leçons à tirer des comportements qui sont prescrits, imposés et adoptés, plus ou moins, dans les pays qui sont très inégalement frappés par la pandémie et qui ont des succès extraordinairement inégaux en termes de lutte contre la pandémie. C'est pour la recherche un sujet fascinant euh, qu'il faut, euh, parce qu'il fait agir des variables multiples. La culture de la protection à l'égard des risques, le caractère consenti ou imposé du respect des consignes, l'organisation du système de santé et des soins hospitaliers, les conditions d'hébergement et de soins des personnes directement exposées, je pense notamment aux personnes âgées, l'état de nos industries productrices de moyens pourtant élémentaires de lutte, par exemple les masques, les gels hydroalcooliques, les respirateurs, bien sûr la capacité de prise en charge sociale des individus fragilisés, l'efficacité de la recherche médicale et biologique, l'efficacité et la rectitude des décisions publiques ou au contraire la trajectoire parfois extraordinairement chaotique ou même franchement négationniste et populiste de l'action publique dans certains pays. Nous apprenons à la fois que toutes ces variables sont actives, mais aussi que toute comparaison
à partir d'une seule de ces variables pour établir une explication possible de la réussite à l'égard de la lutte contre la pandémie, que toute comparaison donc sur une seule de ces variables est trompeuse. En réalité, il s'agit d'une combinaison de ces variables. Mais nous ne savons pas comment traiter cette complexité des interactions entre ces facteurs, alors que pourtant, nous devons pouvoir le faire. Tout cela, vous le savez d'une manière ou d'une autre, aussi bien que moi, puisque nous sommes tous alimentés par un flux considérable d'informations et que nous y prêtons une attention extrêmement soutenue et que nous partageons beaucoup ce flux d'informations dans nos réseaux personnels et dans nos réseaux sociaux. Mais vous comme moi, sans doute, nous ne parvenons pas à ordonner efficacement la complexité des informations sur des sujets décisifs. Y aura-t-il des répliques possibles de la contagion? Quels sont les traitements efficaces? La controverse règne. Quels sont les délais de mise au point d'un vaccin? Il y a bien des questions. En revanche, nous savons que des mesures élémentaires, très élémentaires, les fameuses barrières, la distance à autrui, la protection par des masques, l'auto-identification de son état personnel d'infection ou non par des tests, l'hygiène extrême des mains, ce sont des moyens efficaces et les plus efficaces. En d'autres termes, face à l'extrême complexité créée par les incertitudes que j'indiquais, il y a l'extrême simplicité des protections, mais elle doit reposer sur un autocontrôle individuel supérieurement vigilant. Enfin, quatrième réflexion, cette crise majeure est à tous égards historique, puisqu'elle introduit une rupture dans notre histoire et une vraie discontinuité sociale, économique, anthropologique, scientifique et sans doute civilisationnelle. Elle va faire apparaître ce qui était enfoui comme une somme considérable de réalités implicites, mais qui ne faisaient pas problème ou seulement à bas bruit. Je pense au vieillissement de nos sociétés et aussi à l'imbrication du sort des générations qui se succèdent, imbrication qui peut devenir une dislocation si nous avons d'un côté une létalité très élevée des personnes âgées et de l'autre une exposition qui va se révéler de plus en plus violente des jeunes générations à l'épreuve de situations économiques et sociales fissurées et sans doute fissurées pour assez longtemps. Je pense aussi à la hiérarchie bousculée des métiers, quand soigner, approvisionner, nourrir deviennent des fonctions massivement prioritaires. Je pense au prix accordé à la vie, qui est soudain révélé, qui est certainement impossible à quantifier immédiatement en situation de crise et qui est pourtant en augmentation considérable. La tolérance à l'égard du risque de perdre sa vie a augmenté, ou l'intolérance à l'égard de ce risque a augmenté spectaculairement. Et ça n'était pas une donnée éternelle, c'est une donnée qui est endogène à nos sociétés. Je pense à l'assurabilité de ces risques planétaires que nous voyons émerger. Je pense aussi aux effets, bien sûr, de la mobilité, de cette culture de la mobilité par des transports qui étaient en développement exponentiel. Et je pense enfin à cet apprentissage à marche rapide d'une ressource qui est normalement silencieuse et pourtant aujourd'hui rendue supérieurement et visiblement vitale, qu'est la responsabilité à tous les niveaux, du niveau le plus individuel au niveau le plus collectif. Voilà les réflexions que je voulais partager avec vous ce matin, avec sérieux et gravité, mais aussi avec confiance dans nos capacités à agir si nous savons tirer de bonnes leçons de cette épreuve sans précédent récent. Bonne journée à vous et prenez soin de vous.